Aux côtés des veuves et les orphelins des forces combattantes contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré a pris un engagement, celui d'éradiquer tous les groupes armés terroristes du pays. Lors de la conférence nationale organisée à cet effet, le président du Faso a martelé: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Nous les vengerons et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris les armes contre notre patrie périront, affirme le capitaine Ibrahim Traoré, évoquant les combattants tombés dans la lutte contre le terrorisme dont les familles seront prises en charge par l'État burkinabé. Quelle est la pertinence de ce message du président du Faso? Nous en parlerons ce soir. Que vaut le duo Emmanuel Macron-Keir Starmer? Le président français et le premier ministre britannique, main dans la main sur l'Ukraine, s'activent depuis plusieurs semaines aux côtés des dirigeants européens pour faire face à l'administration Trump. Le duo qui a réussi à réunir l'Europe et ses partenaires à Paris puis à Londres cherche à créer une coalition de pays volontaires pour défendre un éventuel cessez-le-feu à l'Ukraine. Dans leur démarche, Emmanuel Macron et Keir Starmer se disent prêts à déployer des troupes en Ukraine avec un soutien de Washington pour dissuader Vladimir Poutine de violer l'accord de trêve. Première question, que vaut diplomatiquement ce duo? Que cache ce projet d'envoi des troupes en Ukraine? Nous tenterons de répondre à ces interrogations. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Le tandem Keir Starmer-Emmanuel Macron au cœur des débats ce soir sur les antennes de Forio Média Africa. Nous reviendrons sur l'offensive diplomatique engagée d'ailleurs par les deux dirigeants qui ont réussi, on va le dire, d'être un petit exploit en réunissant respectivement à Paris et à Londres les dirigeants européens aux côtés de leurs partenaires afin de définir une stratégie de défense commune face à l'administration Trump. Mais surtout, le constat qui est dressé est que les deux dirigeants tentent aujourd'hui de convaincre tous les pays volontaires pour le déploiement de soldats du côté de l'Ukraine, avec pour objectif principal de dissuader le président Vladimir Poutine de violer cet éventuel accord de cessez-le-feu qui pourrait être conclu dans quelques jours. Pour l'heure, rien d'officiel encore à ce niveau. On rappelle que l'accord de cessez-le-feu a été trouvé il y a quelques jours entre les États-Unis et l'Ukraine. Nous reviendrons en première partie de cette émission sur l'une des phrases prononcées par le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. C'était à l'occasion de la conférence nationale organisée en l'honneur des veuves et orphelins de toutes les forces combattantes tombées d'ailleurs au champ de bataille. Il dit: le Faso sera le tombeau des groupes armés terroristes. Quelle est la pertinence d'ailleurs du message envoyé par le capitaine Ibrahim Traoré? Nous tenterons bien sûr de cerner les contours ainsi que les enjeux de cette thématique. Aux côtés du consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité, Patient Parfait d'Homme est avec nous une fois de plus ce soir. Bonsoir doyen. Bonsoir Boutlenguene, le prince de Maton. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, à nos valeureux techniciens, à l'ensemble de la grande galaxie panafricaine. Nous leur disons merci pour leur fidélité. Je ne veux pas vous voler la politesse. J'attends patiemment que vous nous présentez, n'est-ce pas, celle que j'appelle la grande dame du panafricanisme tout à l'heure, qui sera avec nous. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi de inaugurer une semaine comme celle-ci, avec les échanges avec tout le peuple africain, conscient du fait que sans une véritable unité politique de notre continent, le monde risque une fois de plus de classer l'Afrique au niveau de sa périphérie. À nous donc de jouer, à nous donc de prendre les bonnes décisions pour que l'Afrique de demain ne soit plus celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que celle qui a plat ventre devant les intérêts de l'impérialisme occidental. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. Vous l'avez dit, vous ne serez pas seul ce soir, mais accompagné justement par un visage très connu de ce combat, mais qu'elle mène également depuis plusieurs décennies maintenant. C'est un plaisir également de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Forio Média Africa. Bonsoir à vous, Linda Larbaoui.
Bonsoir à vous, bonsoir à mon frère patient, à toute l'Afrique, à votre équipe, bien sûr, qui travaille pour que l'information puisse être diffusée en Afrique, la meilleure chaîne africaine, For You Media Africa. Et bonsoir à l'Algérie également, où je suis arrivée après 72 heures de combat, puisque je suis venue en voiture, donc il fallait passer par le port de Marseille et tout ça. Et je suis très heureuse d'être en Afrique, sur une terre que j'aime tant. Et merci de m'avoir invitée. Ah ben, c'est nous qui vous disons merci pour cette disponibilité légendaire, Linda Larbaoui. Merci à vous, mais surtout bon séjour du côté d'Alger. Alors, nous parlons tout d'abord de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré aux côtés des veuves et des orphelins des forces combattantes contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris un engagement, celui d'éradiquer tous les groupes armés terroristes du pays. Lors de cette conférence nationale organisée, le président du Faso a martelé: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Écoutons-le. Si nombreux et si nombreuses donc à cette conférence des veuves et des orphelins, qui est la première du genre depuis le début du terrorisme. Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Alors, nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris les armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, je vous le promets. Alors, quel est le message qu'il renvoie par là, Linda Larbaoui? Il est reconnu pour ses positions tranchées. Le capitaine Ibrahim Traoré, il y a plusieurs mois, il nous disait qu'on devait tous se préparer à une guerre de haute intensité. Là, il parle du Burkina comme étant le tombeau du terrorisme. Écoutez, le tombeau du terrorisme, ça va être l'Afrique, ça c'est sûr. Il y a une décision africaine, je parle des populations africaines qui ont pris conscience que le terrorisme est rattaché et a un lien direct avec l'Occident et c'était un moyen de recolonisation. Donc ça, c'est un point très très important. Grâce à des chaînes comme la vôtre et d'autres chaînes aussi panafricanistes qui a travaillé dans ce sens, le sens de la prise de conscience et de la dangerosité de ce fléau qui n'est autre qu'une arme de l'impérialisme international. Et concernant l'histoire de la vengeance, ce qui est bien, c'est que M. Traoré n'a pas apporté ça à sa personne. Donc ce n'est pas une histoire personnelle. Et quand la vengeance devient une histoire personnelle, c'est un couteau à double tranchant. Mais là, il parle à des familles qui ont perdu des membres de leur famille et il s'adresse à la nation du Burkina. Donc, il parle au pluriel, donc il s'adresse à la nation que ce terrorisme et ceux qui les ont envoyés, là, les terroristes, ils vont payer le prix. C'est dans ce sens qu'il parle de vengeance. Donc, c'est déjà un bon point également.
Concernant le terrorisme, ce que je peux dire, il y a deux sortes de terrorisme en Afrique. Il y a le terrorisme local, qui est le Moudjahou, Boko Haram, par exemple, mais il y a le terrorisme international, c'est Al-Qaïda et c'est Daesh également. Là, je donne des exemples parce qu'il y a une trentaine de groupes terroristes dans le Sahel uniquement. Je dis bien dans le Sahel. Donc, il faut différencier entre les deux clans. Le terrorisme local, ce sont nos enfants et on peut faire un travail d'éveil et on peut faire un travail aussi de réconciliation. L'Algérie l'a fait, elle a réussi. Il y a un antécédent, il y a un exemple qu'on peut suivre. Le terrorisme international, et je pense que c'est à ce terrorisme que M. Traoré fait allusion, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qu'on nous a ramenés d'ailleurs, des mercenaires, mais qui parlent au nom d'une religion, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. On utilise la religion pour se donner l'excuse de venir tuer, massacrer, voler et terroriser les populations, d'où le mot terroriste. Donc je pense que M. Traoré parle pour ce terrorisme-là, qui est dans Al-Qaïda ou dans le Daesh. Donc ce terrorisme, il doit payer le prix. Mais il ne doit pas payer le prix que par les gens qui sont sur le continent africain, qu'on a missionné, à qui on a donné les armes, qu'on a ramenés sur le continent, mais plutôt à ceux qui les ont envoyés. Et ceux qui les ont envoyés, nous sommes dans une guerre actuellement, c'est les États-Unis qui l'ont déclenchée, une guerre commerciale, une guerre économique. Donc le Burkina, il a beaucoup de richesses. Quand on parle du Burkina pauvre, c'est faux. Le peuple burkinabé a été appauvri, comme le peuple nigérien, comme le peuple malien. Mais les terres sont très, très riches. Sinon, il n'y aurait pas tout cet acharnement des Occidentaux pour recoloniser l'Afrique. Donc, c'est une évidence que dans ce contexte sécuritaire tendu, le capitaine Ibrahim Traoré puisse prendre l'engagement d'éradiquer justement tous les groupes armés et terroristes. Une promesse qu'il fait lors d'une rencontre tout de même avec les veuves et les orphelins de tous les combattants tombés au champ de bataille. Au-delà d'ailleurs des propos prononcés par le capitaine Ibrahim Traoré, l'occasion en elle-même est symbolique aujourd'hui, Patient Parfendom. On parle d'une conférence nationale quand même organisée en l'honneur des familles des victimes. Et on a trouvé une autre... Allez-y Linda, allez-y. Nous avons été coupés, mais vous pouvez poursuivre. Cette autre forme d'armée, ce sont les mercenaires terroristes qu'on nous a ramenés sur le continent. Il y a encore 3 mois, une fois que Bachar el-Assad est tombé, on nous a ramené encore, les Émirats arabes nous ont ramené 10 000 Daeshi, 10 000 Daesh. Et heureusement qu'il y a eu le sommet de l'UA, ils ont dit stop aux Émirats arabes. Et actuellement, au niveau des Nations Unies, les Émirats arabes, ils ont des très trop gros dossiers. Ils ont la guerre du Soudan, là. Ils ont aussi la Somalie. Il ne faut pas oublier que la Somalie, le Soudan, c'est l'Afrique. Et si une région d'Afrique est gangrénée, on l'a bien vu. Boko Haram, ils ont commencé au Nigeria et maintenant ils se retrouvent partout, notamment chez vous au Cameroun. Donc tout ça fait que il faut se débarrasser de ce fléau avec des nouveaux partenaires en faisant payer aux Occidentaux. Et encore une fois, j'insiste, c'est aux Occidentaux de payer le prix. Et M. Traoré, c'est ça qu'il vise, c'est les Occidentaux. Depuis qu'il a récupéré le pouvoir, et justement, il a récupéré le pouvoir suite à une demande de la population du Burkina Faso. Il fallait nettoyer la présidence et récupérer le pouvoir. Donc, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, il faut récupérer le territoire national et se débarrasser de ces groupes qui nous sont importés par l'Occident. Et ces groupes-là,
eh ben, c'est la cible de M. Traoré. Les locaux, ça va être beaucoup plus simple. Les locaux, on peut, entre Africains, entre groupes terroristes africains et puis entre États africains, ils peuvent très bien trouver un arrangement pour que ces groupes-là se rendent, ils rendent les armes, tout ça. Et puis, ils seront jugés, bien évidemment, pour les délits qu'ils auront commis, mais ça va être très, très simple. Et je pense qu'il va réussir vraiment parce qu'il y a cette prise de conscience des populations. Deuxième point, c'est la volonté. Et la volonté est là et on la ressent à chaque fois que monsieur Traoré parle ou à chaque fois aussi qu'il agit, parce qu'il ne fait pas que agir. Et puis, il y a le troisième point, c'est se donner les moyens, et c'est ce que le Burkina essaye de faire, et M. Traoré essaye de faire, c'est de se donner les moyens pour combattre le fléau terrorisme, qui n'est autre qu'une arme de l'occidental. Merci. Merci à vous, Lida Larba. Oui, alors, au troisième jour de la conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes, qui s'est tenue à Ouagadougou du 11 au 13 mars dernier, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux soldats tués et a promis de venir à bout des groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, a-t-il promis. Alors, à qui s'adresse-t-il, patient Parfendon? Je pense que Mme Linda vient de faire une excellente analyse sur cette question. Oui. Il y a les terroristes endogènes et les terroristes exogènes, mais le gros du financement de ces terroristes, qu'ils soient endogènes ou exogènes, oui, provient pour la plupart du temps de l'extérieur. Donc il y a des commanditaires qui ont des agendas bien précis et qui pensent que la meilleure manière de mieux exploiter ce que nous avons comme richesse, c'est de créer un chaos généralisé au niveau de notre continent. Et la bande sahélo-sahélienne est une bande extrêmement importante parce qu'elle permet d'abord de couper l'Afrique en deux. Donc elle remet en question l'idée même de l'unité de notre continent. Et elle accentue les contradictions entre ces deux grandes régions de notre continent que sont le nord de notre continent, Maghreb, plus d'autres pays que vous connaissez, parce qu'apparemment tous les pays du nord ne sont pas des pays maghrébins, selon les Occidentaux. Et puis dans le sud, une bonne partie des pays qui sont occupés par les populations d'origine noire. Donc, on fait donc ce distinguo et profitant du chaos et de la pauvreté, on accentue les mécanismes qui vont finalement rendre la plupart de nos États complètement obsolètes du point de vue de leur capacité à réagir et à pouvoir lancer dans les projets et des programmes de développement, mais surtout, il crée des antagonismes en interne presque irréductibles entre les différentes régions, les différentes tribus, les différentes ethnies, etc. etc. Vous avez vu au niveau de l'AIS comment on a tenté, ils n'ont pas encore jeté l'éponge, ils continuent de tenter d'instrumentaliser par exemple le peuple Peul, qui est aujourd'hui désigné comme le peuple qui serait le plus à même à pactiser avec les terroristes. Et chaque fois qu'il y a des répliques, comme c'est le cas au Burkina Faso, l'armée a accusé, n'est-ce pas, de lancer des vendettas contre les peuples Peul. Et ça crée beaucoup de problèmes du point de vue de comment on peut s'organiser pour que, justement, bien plus tard, qu'il n'y ait pas ces contradictions qui puissent déboucher sur des situations comme ce qu'on a tenté d'imposer au nord de Mali. Donc, la situation est grave. Ils sont venus. On nous a fait vendre le fait que c'était des djihadistes wahhabites qui voulaient une lecture rigoriste du Coran et qui estimaient que les autres musulmans qui étaient sur notre continent, parce qu'ils n'appliquaient pas le Coran à la lettre, étaient pratiquement des mécréants. Donc il fallait donc un renouveau de l'islam qui passait par ces classes qui étaient les plus pauvres, les plus appauvries, et à qui on promettait une lecture plus juste du Coran. Vous savez que tous les croyants sont égaux. C'est un principe majeur au niveau de l'islam. Et à partir de ce moment, on remettait donc complètement en cause toute la structure hiérarchique
de l'ensemble de nos pays dans le sud. Je peux prendre le cas de mon pays, de Cameroun. Nous avons des sultanats, nous avons de l'amido, nous avons, etc., etc. Oui. Dans la lecture wahhabite, on leur dit non. Tous les croyants sont égaux, donc il est hors de question que certains croyants s'adjugent des rôles de supérieurs aux autres croyants, mais surtout les traitent comme des semi-esclaves. Voilà. C'est l'une des bases d'explosion du groupe Boko Haram, avec Ibrahim Youssouf, qui, après avoir fait ses études à Khartoum, après en Égypte, mais surtout dans les universités saoudiennes, est revenu avec une nouvelle lecture du Coran et fait de beaucoup de probité, d'humilité, de justice, de fraternité, de refus, n'est-ce pas, de cette classification des classes sociales à l'intérieur des croyants musulmans. Et ça fait mouche. Aujourd'hui, on est loin de cette question-là, patient Parfendom. Pas encore totalement, parce que si vous suivez l'actualité au Nigeria, de manière quasi quotidienne, encore la semaine passée, il y a encore une attaque de l'armée contre des groupes terroristes qui ont fait presque 270 morts. Donc ça continue. Il y a, à partir du plateau Jos, quand vous avez la carte du Nigeria, quand vous traversez le plateau Jos, le nord du Nigeria, cette question-là, elle est prégnante. Et puis les gens continuent de mourir. Les villageois continuent de déserter leur village. Ce n'est pas une question simple. On a vu une illustration avec ce qui s'est passé dans la zone du lac Tchad et la tentative de bousculer le Tchad. Bon, donc c'est une question terrible. Mais ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est là où j'en reviens à ce que fait Ibrahim Traoré, c'est que lui, il rassure les populations dont le fils, le mari, peut-être même la fille et l'épouse sont allés au combat et sont morts. Parce que l'autre propagande qu'on ne voit pas qui est plus insidieuse, c'est de dire aux gens, mais vous envoyez vos enfants, vos maris, vos femmes, aller pour une cause vraiment, vous voyez. Et la conséquence, ce sont l'eau d'orphelins, d'orphelines, de veuves, de veufs, et tout ce que cela, des villages déstructurés, des organisations sociales complètement chamboulées, qui ne respectent plus l'ordre ancien, n'est-ce pas, et qui ne permet plus à ces peuples de se développer. Donc il vient de rassurer. Il dit, l'État sera toujours à vos côtés. Et je vous assure que le Burkina Faso, quand il parle de Burkina Faso, c'est l'État. Ce n'est pas dans la globalité, mais dit l'Afrique, à travers le Burkina Faso, sera le tombeau de cette tentative de vouloir détruire complètement notre mode de vie, etc., etc. Donc là, il y a la question de ceux qui financent ce terrorisme. On n'en parle pas beaucoup. C'est là où nous voyons souvent des incompréhensions, des incohérences de la part de certains dirigeants. Bon, par exemple, un pays comme les Émirats Arabes Unis, je ne comprends pas pourquoi les Africains ne font pas une espèce de colloque international où ils inviteraient les Émirats Arabes Unis en leur montrant, le tout n'est pas de dire qu'on a des preuves, on va à la CPI ou bien à l'ONU. Un pays indexé comme celui-là, vous le faites venir, vous dites, vous voulez faire des affaires avec nous, mais vos comportements et vos agissements dans la promotion du terrorisme chez nous est totalement incompatible avec ce vœu d'une certaine fraternité sur le plan social et économique que vous nous vendez. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, les enjeux économiques prennent souvent le dessus, compte tenu que les Émirats Arabes Unis représentent des investissements colossaux aujourd'hui sur le continent, patient Parfendom. On a l'impression qu'on cherche à ne pas trop froisser justement un partenaire économique important sur le continent africain avec ces sujets, ces questions pourtant pertinente, patient Parfendom. Votre observation, elle est vraiment, elle est plus que pertinente. Mais c'est là le nœud de problème. C'est là le nœud de problème au point où vous voyez les problèmes qui sont nés des divergences aujourd'hui entre le Soudan et le Tchad. Et le Tchad, le Tchad accusé de soutenir les FSR, patient Parfendom. Parce que financé par les Émirats. Or, le Soudan a décidé de porter plainte aux Émirats. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et vous voyez le FSR, autant pour moi, qui se retrouve au Kenya. Des forces de soutien rapide qui ont formé un gouvernement parallèle au Kenya, financé par les Émiratis. Ça pose d'autres problèmes. Donc, je crois que ces questions de terrorisme, elles sont vraiment... Elles dépendent aussi de la capacité des dirigeants africains à comprendre que dans cette affaire-là, personne ne s'en sortira seul. Il n'y a pas d'équation
pour sortir du terrorisme qui soit, j'allais dire, de type d'équation en solo. Il faut mettre le pied dans le plat, nous regrouper tous, analyser cette situation et proposer des réponses adéquates pour que, justement, les gens ne viennent pas en Afrique pour faire leur marché, pour détruire notre continent, pour créer le chaos de manière généralisée et continuer d'exploiter, n'est-ce pas, l'ensemble de nos richesses. Il y a, aujourd'hui, ce n'est plus une vue d'esprit, il s'est documenté ce que les Émirats arabes unis ont pris comme quantité d'or au niveau du Sahel. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc, je crois que c'est un débat que le président Ibrahim Traoré lance aussi au-delà du fait qu'il rassure sa propre population, surtout ceux qui sont victimes de cette guerre sale, de cette guerre asymétrique, de cette guerre injuste. Et c'est de la couardise, le terrorisme en règle générale. Mais au-delà de cela, il faut quand même remonter un peu plus loin et démontrer que les pays comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis, ne peuvent pas se faire projeter leur croissance sur l'équation d'un chaos généralisé au niveau de notre continent, d'un refus aussi des Africains de pouvoir avoir un développement conséquent. C'est là, à mon sens, l'enjeu central, et que ce soit les non-africains, que ce soit les voix qui portent au niveau de notre continent, que ce soit les États qui font face à cette hydre-là, je pense qu'il est grand temps d'organiser ce type de conférence pour, je ne dirais pas mettre ces pays-là au tribunal, mais quand même les mettre face à leurs responsabilités. Merci beaucoup, à leurs responsabilités, parce que, je vous assure, ça ne va pas. Même au Cameroun, vous savez que de temps en temps, Boko Haram sévit toujours. Il y a des villages qui sont attaqués, il y a des gens qui sont tués, etc., etc. Ça ne fait pas du tout plaisir à qui que ce soit. Voilà. Alors, Linda Larbaoui, patiente d'homme, a également évoqué cette implication des Émirats arabes unis, ce qui me pousse logiquement à interroger aujourd'hui les capacités dont dispose le Burkina Faso, puisque vous avez estimé dans vos différentes prises de parole que le message va au-delà même des simples groupes terroristes qu'on voit, qui opèrent d'ailleurs au niveau du Sahel, mais le message s'adresse surtout à ceux qui financent justement ce terrorisme, à l'international notamment. Du coup, on se pose la question, que faire justement quand on a en face des partenaires qui pèsent énormément sur le plan économique et qui s'imposent aujourd'hui comme étant des partenaires potentiellement, je ne sais pas si je dois utiliser le terme fiable, comme les Émirats arabes unis, Linda Larbaoui. Les Émirats arabes unis, c'est une entité qui a été créée en 1972 suite au plan Rogers en 1970. Le territoire sur lequel on a créé les Émirats arabes a été volé, pour ne pas dire enlevé, au sultanat d'Oman, et ce que nous appelions à l'époque le Sahel du sultanat d'Oman. C'était des tribus nomades qui n'avaient pas de territoire précis, et les États-Unis ont décidé de couper ce territoire au sultanat d'Oman pour le donner à des chefs de tribus. Et si cette entité a été créée, ce n'était pas pour rendre service à l'humanité, c'était pour rendre service aux États-Unis. Vous avez le Qatar, c'est pareil, c'est un territoire qui appartenait à Nejd, puisque l'Arabie saoudite, ça porte le nom d'une famille, et tout est là. On a donné le pouvoir à une famille qui a occupé le Hijaz. Ce sont les colons qui ont occupé le Hijaz. À eux, le pouvoir appartient, et justement, c'est pour ça que l'Occident protège ces familles qui règnent, puisque c'est ces familles qui sont les alliés des États-Unis. Et vous allez le Bahreïn, c'est un territoire qui appartenait à l'Iran, et le Shah d'Iran avait accepté de donner ce territoire pour créer le Bahreïn. Quand on connaît l'histoire de ces pays-là, on comprend. Les Émirats arabes ne sont pas un partenaire. Toutes les sociétés qu'il y a aux Émirats arabes, puisqu'on en a fait un paradis fiscal, toutes les sociétés qu'il y a là, c'est des sociétés israéliennes, françaises, américaines, anglaises, allemandes.
C'est ça la réalité. L'économie les Émirats arabes sont surendettés, ils sont près de la banqueroute. L'argent qu'ils ont, c'est de l'argent qui est volé. C'est l'Afrique, je vais vous donner des chiffres. C'est l'Afrique qui finance le terrorisme sur le continent africain. Si on prend l'exemple de Haftar soutenu par les Émirats arabes, je vous donne les chiffres de l'année 2022, c'est là où je me suis arrêtée parce que quand on fait des recherches, les chiffres ne sont plus donnés, ça avait fait boum à l'époque. Il y a 135 milliards de dollars qui ont été volés à la Libye par monsieur Haftar, monsieur Sisi et monsieur Ben Zayed. Ils ont volé les richesses au niveau hydrocarbures libyennes pour financer les guerres qu'il y a en Libye. On parle du Soudan, 53 tonnes d'or ont été pris 2 mois avant l'éclatement de la guerre entre Hamiti Doglo et El Burhan. Donc les Émirats arabes se sont appropriés 53 tonnes d'or au Soudan. Ils ont partagé avec, ils ont pris 53 tonnes d'or qu'ils ont donné à Wagner et 22 tonnes d'or que les Émirats se sont appropriés eux-mêmes. Donc faites le calcul, 53 tonnes d'or plus 22, ça fait combien et qui finance? Dans le Sahel également, il y a ce problème puisque quand il y avait Wagner au Mali, 2 mines d'or étaient exploitées par les Émirats arabes et ils voulaient celle de Tinzaouatine aussi pour continuer à financer. Donc le terrorisme en Afrique, il est financé par l'Afrique, il n'est pas financé par les Émirats arabes. Quand on parle de la Somalie également, quand le piratage a commencé, les gens oublient, en 91, c'est le groupe Blackwater qui a commencé le piratage, d'où le nom de ce groupe-là qu'on a retrouvé en Irak, en Syrie, tout ça avec tous les scandales. Pourquoi il y a le mot water? Ça n'a pas été créé en Irak et pour l'Irak, ça a été créé pour diviser la Somalie, piller les richesses de ce qu'ils appellent le Somaliland et puis financer le terrorisme. C'est ça qui est scandaleux. Et M. Traoré, il a les chiffres. M. Traoré, il sait, il suit très très bien ces dossiers et il sait comment ces groupes sont financés. Vous avez également une entreprise maroco-canadienne qui était au Niger et qui exploitait l'or. On retrouve aussi une touche des Émirats arabes là-dedans, puisque les Émirats arabes, ils ont des soi-disant investissements au Maroc, ils ont des sociétés au Maroc, mais ils exploitaient également, donc via cette société installée au Maroc, ils exploitaient les mines du Niger. Mais juste après, quand M. Gianni il a récupéré le pouvoir, j'aime pas le mot coup d'État, donc quand il a récupéré le pouvoir, il a tout de suite bloqué tout ce qui était accord minier. Et les Émirats arabes avec le Maroc et cette société canadienne, ils ont foutu le camp. Donc à partir de ce moment-là, M. Gianni avait gagné déjà 50% du chemin. Il a coupé les financements. Les Émirats arabes, c'est un paradis fiscal, c'est pas un État, c'est une entité créée récemment. Il date de 72 quand l'Afrique avait écrit déjà son histoire. Les Émirats arabes n'existaient pas. Donc quand on revient à tous ces faux investisseurs qui viennent, ils sèment la déstabilisation et puis à partir de ce moment-là, ils pillent le pays et ils financent ces groupes terroristes, tout ça. En 2014, Oussama Hamdan, le porte-parole de Hamas, il fait une déclaration très importante. Le Croissant Rouge émirati, qui était parti aider les Palestiniens à Gaza, finalement, c'était des agents du Mossad. Et la vidéo de M. Oussama Hamdan existe encore. Donc, il le dit ouvertement. Et il prévient la population arabo-musulmane que les Émirats arabes n'ont pas envoyé le Croissant Rouge, mais ils se sont servis de ce drapeau-là du Croissant Rouge pour ramener des agents du Mossad espionner les Razaouis.
Donc les Émirats arabes est un danger, ce n'est pas un investisseur. Ce que je dis là est confirmé. Au niveau des Nations Unies, il y a même le chef d'état-major de l'armée soudanaise qui a déposé tout un dossier et qui a intervenu aux Nations Unies pour accuser les Émirats arabes avec des preuves à l'appui. Ça, c'est carrément aux Nations Unies. Et actuellement, il y a plusieurs pays africains qui se sont joints au combat des Soudanais pour justement dégager. Le mot dégager, je l'emploie, mais franchement, il est gentil, les Émirats arabes du continent. Cet État, c'est une entité qui est plus nuisible qu'autre chose. L'Arabie saoudite aussi, ils ont des mauvais agissements, mais dans un autre sens beaucoup moins grave que les Émirats arabes. À la limite, quand on sait travailler avec l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus propre. Et il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, on traverse la mer Rouge et nous y sommes quand on parle de l'Afrique. Donc c'est très proche. Donc les pays du Golfe sont colonisés. Je ne vois pas pourquoi je vais ramener une société émirati alors qu'en réalité, c'est une société américaine. Autant s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Mais les Américains se cachent toujours derrière quelqu'un pour nuire. Donc, les Émirats arabes ne feront rien sans l'accord des Américains et la bénédiction des Américains. Donc, si on veut avoir un travail propre sur le continent, eh ben, ce sont les investissements américains qu'il faut avoir, mais avec des contrats bien ficelés et avec des accords bien ficelés, ne serait-ce que pour créer un équilibre entre ces forces-là qui gèrent le monde, la Russie, la Chine. Mais au moins, on sait ce qu'il y a dans un contrat et les Américains, ils sont là, on les voit. Maintenant que les Américains viennent, ils se cachent derrière quelque chose qu'on appelle Israël ou les Émirats arabes, ils mettent le bazar et après on ne peut pas juger les Américains, ça c'est pas bon. Remontez au plan Rogers. Je vous donne les éléments, même à nos téléspectateurs, et la création des Émirats arabes et comment ça s'est créé, vous comprendrez que c'est une arme à double tranchant, mais elle est plus nuisible, puisque les Émirats arabes, j'ai donné quelques chiffres, financent le terrorisme et la déstabilisation à partir de l'argent et des richesses des Africains. Merci à vous, Lida Larbaoui. Nous apprenons également à l'instant le retrait officiel du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que nous aurons l'occasion d'authentifier justement cette information. Nous y reviendrons. Prenons cet autre élément autour justement de ces 305 otages qui ont été libérés au Burkina Faso la semaine dernière. Ces otages composés de femmes, d'enfants et de personnes âgées étaient retenus par des groupes terroristes dans la forêt près de Solenzo, dans la région de la boucle du Mouchoun dans l'ouest du pays, a précisé d'ailleurs le 15 mars dernier un communiqué du gouvernement. Prenons plus de précisions dans cet élément. Le 16 mars, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la libération de plusieurs dizaines de familles capturées par des terroristes dans la forêt de la boucle du Moun. Les victimes ont confirmé qu'elles étaient sous le contrôle de groupes djihadistes et avaient été utilisées comme boucliers humains. À ce jour, 305 otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été emmenés à Ouagadougou. Elles reçoivent des soins médicaux et psychologiques. Une délégation officielle du gouvernement leur a également rendu visite. Grâce au professionnalisme des forces de défense et des volontaires pour la défense de la patrie, ces familles, en état de dénutrition et de détresse sanitaire, ont été transférées vers un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente. Il est important de préciser que nos forces de défense ont découvert ces familles et recueilli des preuves qu'elles étaient retenues de force. Nos forces vont continuer les opérations offensives que nous avons enclenchées et nous allons même les intensifier. Les tentatives de désinformation qui sont faites, non seulement pour ternir l'image des forces combattantes et aussi pour saper notre dynamique, ne nous atteindront pas. Nous restons focalisés sur nos opérations afin de reconquérir l'intégralité de notre territoire et d'anéantir les forces du mal.
Les hauts fonctionnaires burkinabés ont également appelé les populations vivant dans les zones forestières et les zones d'opération des terroristes à fuir et à signaler leur présence au gouvernement. Un autre exécutif burkinabé a déclaré que les opérations actuelles se poursuivraient et s'intensifieraient jusqu'à ce que tous les groupes terroristes soient complètement détruits et que le territoire national burkinabé soit entièrement reconquis. L'opération va se poursuivre et s'intensifier parce qu'aucune manipulation ne passera. Comme le chef de l'État l'a dit, aucun centimètre carré du Burkina Faso ne sera cédé. La seule issue pour ces hordes de barbares, pour ces terroristes, c'est de déposer les armes. Il n'y a pas d'alternative. Le Burkina Faso et ses voisins du Sahel ont été confrontés à un certain nombre de défis au cours de la dernière décennie, le défi le plus alarmant étant la menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme violent perpétré par les djihadistes. Au cours de cette période, le nombre de morts au Burkina Faso a augmenté de plus de 2/3, propulsant le pays en tête du classement mondial des victimes du terrorisme, selon un rapport de l'ONU. Cependant, malgré les tentatives des groupes terroristes de saper la puissance de l'armée nationale, les forces burkinabées restent concentrées sur les opérations visant à nettoyer l'ensemble du territoire du Burkina Faso des groupes djihadistes. Quelle réponse coordonnée aujourd'hui, Patient Parfait d'Homme, face à ce terrorisme international? Vous êtes revenu sur ceux qui financent justement ces groupes armés terroristes, mais des interrogations demeurent tout de même sur les capacités de ces trois pays à pouvoir faire face à cette forme de terrorisme. C'est vrai qu'il y a cette force conjointe opérationnelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais est-ce suffisante aujourd'hui au regard justement des enjeux économiques même entourant le terrorisme au Sahel? Il faut commencer par féliciter le président Ibrahim Traoré et l'armée de Burkina Faso, qui fait face à cette difficulté qui est très très difficile à endiguer de manière rapide. Et il ne faut pas non plus donner l'impression que nous avons vaincu le terrorisme. Nous continuons de le combattre avec les moyens modernes dont la modernisation s'accentue, mais au même moment, il faut faire attention parce que c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée contre une armée. Ce sont des gens qui peuvent le jour se passer pour le simple paysan et la nuit revêtir le manteau d'hommes armés, combattant avec une certaine discipline, avec des renseignements bien fournis et avec une détermination idéologique à nulle pareille. Et ça complexifie davantage la tâche sur le terrain. Ça complexifie beaucoup la tâche. Moi, je suis après pratiquement la lettre ce qui se passe dans le Sahel. Ça me rappelle ce qui se passait chez nous au Cameroun, au plus haut de la menace de Boko Haram. Vous voyez des jeunes gens, des jeunes filles accepter d'aller se faire exploser. Et on ne racontait que parce que peut-être l'enfant était retenu par Boko Haram qui menaçait de tuer l'enfant si la maman ne se faisait pas exploser. Bon, des constructions de ce genre qui complexifient et rendent très très difficile le combat contre cette hydre-là. Donc ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut une solidarité sur-régionale. J'ai déjà la force mixte au niveau de l'AIS, composée de 5 000 hommes. C'est déjà un premier pas très important. Il faudra le muscler encore davantage. Il faudra une coopération avec les populations, parce que sans une coopération franche avec les populations, vous avez très peu de chances de pouvoir réussir cette guerre-là. Deuxièmement, il faut impliquer les imams. Il faut impliquer les imams parce que aussi les imams, les chefs religieux. Les chefs religieux en général dans cette guerre-là. Parce que c'est une question d'interprétation aussi, que je continue de dire du Coran. Moi, je l'ai vu au Nigeria, avec les nouveaux prédicateurs qui sont venus de l'Arabie Saoudite et qui ont écumé la partie nord-est du Nigeria en expliquant que les gens qui vous disent qu'ils sont des meneurs ou bien des leaders de vos communautés musulmanes, là, ce sont des mécréants. Voici la vraie explication du Coran. Et ils ont rallié par milliers de jeunes gens, n'est-ce pas, qui les ont suivis. Mais aussi la question sociale. N'oublions pas que ces terroristes-là, parce qu'ils ont des moyens, ils peuvent fournir une aide aussi conséquente aux familles, souvent très démunies. Quand vous voyez le Sahel, pour ceux qui parlent du Sahel derrière les claviers, moi, j'ai été un peu dans la zone du Tchad et j'ai vu ce que c'est le Sahel.
ce sont des conditions de vie extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Donc, il y a une pauvreté sans commune mesure. Donc là, ces groupes-là, ils donnent un sac de riz par là, peuvent apporter des soins de santé, créer des mosquées plus ou moins qu'on peut déplacer en fonction de la difficulté. Et là-dedans, mobiles. Et il y a des formes de solidarité qui s'organisent là, dont il faut vraiment tenir compte. Donc il n'y a pas que la réponse ne peut pas être uniquement militaire vis-à-vis du terrorisme. Il faut couper complètement les ressorts, n'est-ce pas, sociaux et idéologiques de ce terrorisme pour les isoler totalement de ce qui peut constituer comme des proies évidentes, c'est-à-dire ces populations souvent éloignées des centres villes ou bien des zones d'habitation assez importantes, mais surtout qui sont dans une pauvreté, dans une misère. Ce n'est pas propre au Burkina Faso, hein. C'est le cas un peu partout. Je vous ai parlé du Cameroun, mon pays, un peu partout. Quand vous allez en Centrafrique, vous allez voir les mêmes réalités. Au Soudan encore, c'est très grave, surtout dans la zone de Darfour. C'est vous dire que vraiment nous avons le pain sur la planche et il ne peut qu'avoir une réponse concertée, une réponse solide, mais vraiment solidaire et fraternelle de l'ensemble des pays africains, en secours au peuple, au pays du Sahel, pour endiguer vraiment ces menaces sur laquelle surfent un bon nombre de pays étrangers, parce qu'ils savent que tant qu'il y aura le chaos chez nous, nous serons toujours enclins à vouloir tendre la main pour recevoir et les dons, et je ne sais pas, et en compensation, souvent ils prennent des mines d'or, des mines de ceci, des mines de cela, et ça continue de nous appauvrir au lieu de nous sortir de ce cercle vicieux, n'est-ce pas, de l'assujettissement et de la pauvreté. Au capitaine Ibrahim Traoré, tout notre soutien au peuple de Burkina Faso, tout notre soutien, mais nous continuons de dire aux pays africains de venir en soutien à ces pays, à ces peuples-là, parce que le combat est extrêmement rude et les moyens qui sont les leurs peut-être ne suffiront pas pour faire la différence en dernier ressort. Merci à vous. Alors Linda, pour sortir de cette thématique, faut-il également, à l'image de ce que disait Patient Parfum d'Homme, aujourd'hui impliquer davantage les chefs religieux, parce qu'au-delà de tout ce que vous avez dit, on a l'impression tout de même que la réponse n'est pas que militaire, et parfois tout part d'une mauvaise interprétation du Coran, comme le relevait Patient Parfum d'Homme. C'est pas vraiment ça, c'est pas une mauvaise interprétation du Coran. Non, c'est pas ça. C'est que on s'adresse à une population qui est, ce que mon frère Patient a dit, il y a une très grande vérité. Ce sont des populations pauvres, ce sont des populations qui vivent, je dirais même, il y a des populations qui sont dans la misère totale. L'Afrique est coupée en deux. Regardez bien, je suis pratiquement la seule qui soit de l'Afrique du Nord et qui intervient sur des chaînes du reste de l'Afrique. Et puis l'inverse, on trouve rarement aussi. Donc avec le terrorisme qu'on a ramené au Sahel, on a coupé déjà l'Afrique en deux, et ça arrange l'occidental. Maintenant, il y a eu des déplacements de population. Le Burkina Faso, par exemple, il y a 2 millions d'individus qui ont été déplacés. Ça coûte très très cher à l'État, et c'est fait exprès justement pour user les richesses de l'État. Et puis aussi, ça coûte au niveau psychologique. Les gens sont déracinés. Et quand ils sont déracinés, les enfants font n'importe quoi. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Ils étaient déjà dans la pauvreté, voire la misère. Pour 50 €, on peut recruter un terroriste en Afrique. Je parle de ce qui est terrorisme local. 50 €, c'est rien du tout. Ça, dès qu'il y a une économie qui s'améliore, un individu peut les gagner, je dis bien 50 € mensuels. Et puis après, on leur promet des choses. On leur promet que s'il y a des razzias comme ça dans des villages, ils peuvent s'approprier ce qu'ils appellent le butin de guerre. Donc on n'est plus dans l'idéologie qu'il y avait en Algérie. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, c'est plus par besoin que les jeunes Africains rentrent dans ces groupes-là.
là, quelqu'un qui voit sa mère malade, à qui on donne un billet et on lui dit avec ça tu peux la soigner. On est dans cette image-là aujourd'hui. Donc, et le terrorisme, bien évidemment, une fois que nous sommes dedans, il est très difficile de ressortir parce que les jeunes qui veulent en sortir, eh ben, ils sont tués par leurs anciens camarades, ils sont liquidés dès qu'ils sentent que la personne veut partir, puisque si elle part, elle va donner des éléments aux forces de l'ordre. Et c'est arrivé en Algérie, puisque le terrorisme a commencé chez nous et il est descendu. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'Algérie. Il y a un antécédent, on peut copier dessus. L'armée n'a pas gagné la guerre contre les groupes terroristes en Algérie. C'est le peuple algérien. On a créé la section patriote, c'était des civils, l'armée les a armés pour venir en aide à leur famille, à leur village et également à l'État. Et c'est comme ça qu'on a pu vaincre ce fléau terroriste. On a souvent accusé l'Algérie de ça, mais Abou Mus'ab, le père du terrorisme international, on l'appelle bien Abou Mus'ab le Syrien, il venait de Syrie. Atiyatullah le Libyen, il était en Libye, c'était le père spirituel de Hakim Belhadj. Donc c'est vrai, nous sommes dans un carcan où les jeunes Africains ont besoin qu'on améliore leur mode de vie, qu'il y ait des investissements dans le Sahel, mais c'est le serpent qui se mord la queue puisque le Sahel n'est pas encore propre. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que j'ai parlé du terrorisme, j'ai dit qu'il faut une véritable stratégie, mais il faut aussi une collaboration avec les pays avoisinants. Il y a déjà la AES, c'est très bien, ils communiquent entre eux. Maintenant, il y a le rapprochement Burkina Faso-Algérie, c'est très important puisque les plus gros dossiers et les plus grosses archives du terrorisme ont été créées par l'Algérie et ils sont en Algérie, mais il ne faut pas oublier aussi qu'un État islamique a existé en Afrique, au Soudan, avec Omar el-Bashir. Ben Laden est bienvenu sur le continent. Donc, c'est pas que l'idéologie. Il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé. L'idéologie africaine n'a jamais changé. L'Afrique est pacifiste et pacifique. Elle n'a jamais changé et l'Africain, dès qu'on lui donne de quoi se nourrir, de quoi se soigner, il revient, on chasse le naturel, il revient au galop. C'est ce qu'on dit, nous disons, et c'est une vérité. Maintenant, pour améliorer tout ça, il faut améliorer le mode de vie, mais il faut aussi que la population prenne plus conscience. Et puis, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on appelle les ordres, les forces de l'ordre, la dénonciation. Quelqu'un, je donne des exemples, quelqu'un qui a habituellement d'acheter 5 kilos de riz par semaine, s'il achète 10, c'est qu'il y a un problème, il y a un véritable problème. Il y a aussi une complicité interne, il y a des gens qui ne sont pas directement dans le terrorisme, mais indirectement, ils vont planquer des terroristes, ils vont acheter le carburant pour eux, ils vont les cacher, tout ça fait que la population, il faut qu'elle soit impliquée. Et je crois que M. Traoré aussi, en faisant cette déclaration, il s'adresse non seulement aux familles qui ont des victimes malheureusement dans ce combat, mais aussi à la population aussi du Burkina. Il faut qu'elle prenne conscience que c'est quelque chose de très dangereux dès nous sommes impliqués là-dedans. Le terrorisme, il y a un pays qui peut rendre service à l'Afrique, c'est l'Algérie. Nous avons perdu 250 000 personnes avant qu'on réussisse à l'éradiquer presque totalement, puisqu'il reste encore quelques cellules dans le Sahel, tout ça. Il y a souvent des arrestations. La plus grande arrestation, c'était il y a 3 mois, mais en travaillant en collaboration avec le Niger, par exemple, je vous avais envoyé ça, plus de 700 personnes qui ont été arrêtées, et c'est ça. Il faut travailler ensemble. Au niveau de l'Union africaine, il y a un travail qui avait été fait dans le passé, mais qui n'a pas porté ses fruits puisque les pays n'ont pas joué le jeu. Et ça a été remis l'année dernière sur la table. Et maintenant, il y a ce que nous appelons un archive qui a été créé par l'Union africaine et la communication. Dès qu'une personne est répertorié dans un pays, il faut que ça communique avec l'Union africaine, comme ça tous les pays prennent le nom de cette personne-là
et c'est diffusé au niveau africain. C'est déjà une bonne chose qui est la transmission des données. Il y a cette base de données qui a été créée par paix et sécurité au niveau de l'Union africaine, c'est déjà une bonne chose. Et puis la communication entre les pays du Sahel, donc le CEMOC qui reprend, puisque maintenant ça va beaucoup mieux entre le Mali et l'Algérie, donc le CEMOC il reprend ses activités. Le CEMOC, ce sont les chefs d'état-major de Niger. Il y a le Niger, Mali, le Burkina qui a rejoint ce groupe l'année dernière. Il y a la Mauritanie, l'Algérie. Ils communiquent ensemble, ils se donnent les informations ensemble et ça peut suivre les groupes qui agissent dans le Sahel. Tout seul, le Burkina, il va vraiment galérer, je dirais. Il faut qu'il y ait un travail commun et nous sommes en train d'aller vers ça au niveau de l'Union africaine, le travail commun qui pourra apporter ses fruits. Mais ce n'est pas l'idéologie. La seule idéologie qui marche aujourd'hui, c'est l'argent. On achète quelqu'un qui a... On lui dit tu te convertis, on te donne 1 million d'euros, il va se convertir, il va convertir toute sa famille. Malheureusement, c'est le dollar qui parle aujourd'hui et c'est avec le dollar qu'on peut acheter. Même les bons esprits, il faut vraiment être de bonne foi et aimer sa patrie pour ne pas glisser. Merci. Voilà. Je vous l'annonçais il y a quelques instants. Cette fois, c'est officiel. Le courrier nous parvient à l'instant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens à l'extérieur. Il est adressé, bien sûr, au chef des missions diplomatiques et poste consulaire du Niger à l'extérieur. L'objet du courrier, retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note numéro 003304 MAE/C/NE/CAB/M en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous saurai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation. Le document d'ailleurs est signé par le secrétaire général du ministère nigérien des Affaires étrangères. Voilà, c'est acté. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler certainement tout à l'heure lors de la grande édition d'information ou encore demain dans le cadre de votre émission Le Point sur l'actualité. Mais pour l'heure, avant d'aller au standard, que vaut le tandem Emmanuel Macron-Keir Starmer? Le président français ainsi que le Premier ministre britannique aujourd'hui sont plus que jamais main dans la main et s'activent depuis des semaines aux côtés des dirigeants européens pour faire face à l'administration Trump. Le duo qui a réussi à réunir, souvenez-vous, les dirigeants européens respectivement à Paris puis à Londres cherche à créer une coalition de pays volontaires pour défendre un éventuel cessez-le-feu du côté de l'Ukraine. Dans leur démarche, Emmanuel Macron et Keir Starmer se disent prêts donc à déployer des troupes du côté de l'Ukraine avec un soutien de Washington pour dissuader Vladimir Poutine de violer l'accord de trêve qui pourrait être conclu dans les tout prochains jours. Prenons tout d'abord ces explications. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine font des efforts diplomatiques notables afin de non seulement rétablir les relations entre Moscou et Washington, mais aussi résoudre la crise ukrainienne, il y a ceux qui font tout simplement preuve de jalousie face à un tel rétablissement des relations russo-américaines. Je parle bien sûr des responsables européens et du rôle qu'ils veulent jouer dans la résolution du conflit ukrainien, ou plutôt sa prolongation. L'Ukraine est souveraine. Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas. Oui, vous l'avez bien compris. Le président français ne souhaite pas prendre en compte l'avis de la Russie dans le conflit russo-ukrainien. En cherchant à inventer une excuse à sa complicité dans le conflit, Macron se montre débrouillard. Pas facile lorsqu'on a hâte d'adapter les règles de droit à ses intérêts et à ses attentes. Avec comme argument, voilà ce que je pense. Mais celui qui par le passé prenait des cours de théâtre aurait donc bien mis à profit ses talents d'orateur et aurait ainsi regagné la confiance de certains Français. Proche de son niveau le plus bas en janvier, Emmanuel Macron voit sa cote repartir à la hausse dans un contexte de regain des tensions internationales. Le président gagne 5 points à 27% d'opinion favorable, tandis que François Bayrou recule de 2 points à 25% selon un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche.
Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a mené une réunion des alliés de l'Ukraine en annonçant la phase opérationnelle de l'envoi de troupes en Ukraine. La réunion que j'ai convoquée aujourd'hui est donc plus importante que jamais. Elle réunit des partenaires de toute l'Europe, ainsi que du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et est soutenue par d'autres pays, dont le Japon. Nous sommes convenus de continuer à augmenter la pression sur la Russie. Nous continuerons à fournir une aide militaire à l'Ukraine et à renforcer les restrictions imposées sur l'économie russe afin d'affaiblir les capacités de guerre de Poutine et de l'amener à la table des négociations. Nous sommes également convenus d'accélérer nos efforts pratiques en vue d'un éventuel accord. Nous passons maintenant à la phase opérationnelle. Selon Starmer, les chefs militaires de la coalition des volontaires se réuniraient à Londres le 20 mars pour discuter des détails du déploiement de leurs troupes en Ukraine afin de, soi-disant, garantir la paix après la résolution du conflit. Mais à quoi donc ce plan ressemblerait selon Macron et Starmer ? L'objectif n'est pas d'avoir de la masse de soldats, indique-t-il, rappelant qu'aujourd'hui la plus grande armée européenne, c'est l'armée ukrainienne. Il s'agira donc de déployer quelques petits milliers d'hommes par nation dans des points clés pour faire des programmes d'entraînement et montrer notre soutien dans la durée. Déployer quelques petits milliers d'hommes par nation, peut-être parce que l'Europe n'en a pas plus ? Comment cela aiderait-il l'Ukraine alors ? Dans tous les cas, ce plan ne sera jamais accepté par Moscou. Si l'expansion de l'OTAN est considérée, au moins par Donald Trump, comme une des principales raisons du conflit actuel, alors la présence de troupes de l'OTAN, quels que soient leurs drapeaux et leurs missions, sur le territoire de l'Ukraine représente un danger pour nous. Vous ne l'accepterez en aucun cas ? En aucun cas. L'événement le plus marquant de la semaine écoulée fut la proposition par Washington d'un cessez-le-feu en Ukraine, acceptée par Kiev et ensuite par Moscou, qui a émis des réserves. Des réserves cruciales dévoilées par Vladimir Poutine que tous les chefs d'État ayant de l'expérience politique et militaire prendraient en considération. Mais ce n'est ni le cas de Zelensky ni celui de Macron. Quand la Russie dit « si on fait un cessez-le-feu, ce sera un répit pour l'armée ukrainienne », elle dit très clairement le fait qu'elle veut revenir et aller plus loin. Emmanuel Macron aurait donc sa propre conception de la réalité dans laquelle il pourrait aller trop loin. Par exemple, les pays européens débattent sérieusement d'un retour du service militaire suite au revirement de Trump vers la Russie. Et tout cela pour l'Ukraine ? Et contre la fameuse menace russe, fruit de l'imagination d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens, il semblerait que la création d'un deuxième bloc militaire sur le continent européen, intitulé Union européenne, n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, je rappelle que plus de 30 pays se sont dit prêts à fournir donc des troupes à une force de maintien de la paix en Ukraine en cas d'accord mettant fin à la guerre avec la Russie, a déclaré ce lundi 17 mars 2025 un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer. Les capacités de contribution varieront, mais il s'agira d'une force significative avec un nombre important de pays fournissant de troupes, a dit d'ailleurs le porte-parole à la presse. Alors Linda Larbari, vous avez écouté la réaction tout à l'heure du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pour qui il est inimaginable, d'ailleurs impensable, de voir des troupes déployées du côté de l'Ukraine en cas d'un accord de cessez-le-feu qui ouvrirait éventuellement la voie à une paix durable du côté de l'Ukraine. Alors quel est l'agenda réel de cette force de maintien de la paix dont parle, ou du moins, oui, dont parle effectivement Emmanuel Macron aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer? Écoutez, nous sommes dans la phase où l'Europe ne veut pas mourir. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Il y a des années où il ne se passe rien, mais il y a des années où il se passe plein de choses. J'avais parlé souvent de l'année 1917 jusqu'au jour où M. Poutine avait répondu à l'ancien journaliste de Fox News et il a parlé de l'année 1917. Jusqu'à 1917, il n'y avait pas une république qui s'appelait l'Ukraine, puisque la Russie que nous connaissons est partie de l'Ukraine. Donc, c'était un seul pays. En 1917, il y a la révolution bolchevique, et les bolcheviks, qui sont tous des khazars, notamment Lénine, eh ben,
il travaillait déjà depuis je dirais, 1885, quand le frère de Lénine avait essayé de tuer, il avait tenté de tuer le tsar Alexandre II, et il a été condamné à mort, exécuté en 1885. C'était son frère aîné. Donc, Lénine était dans la continuité. Et puis, la révolution, il y a eu deux révolutions, celle du mois de février, celle du mois de novembre. On a réussi à casser l'empire des tsars, et puis après, on a exécuté le tsar et toute sa famille. Et à partir de ce moment-là, Lénine a créé l'Ukraine en tant que république à part. Mais l'agenda continue. Il continue jusqu'à Khrouchtchev. Khrouchtchev, qu'est-ce qu'il a fait? Il était ukrainien, il était khazar également. Donc, il a annexé la Crimée à l'Ukraine, décision qu'il avait prise tout seul. Donc, l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, elle est très simple quand on connaît, et elle est très compliquée quand on ne connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé en 1917? L'Empire britannique colonial et l'Empire britannique français ont décidé de changer les cartes géographiques au Moyen-Orient et en Europe. Il l'avait déjà fait en Afrique au Congrès de Berlin en 1885. Et il a démarré en 1884 novembre et terminé en 1885 février. C'était à la décision de Bismarck. Beaucoup d'Africains connaissent ça, mais les Britanniques et les Français avaient réussi à évincer les Allemands. En 1917, nous étions à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on en avait fini avec l'Empire russe, l'Empire germanique et l'Empire austro-hongrois. Les deux seules forces qui restaient, c'était la France et l'Angleterre. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont hérité de l'Empire britannique. Ils ont hérité les axes maritimes. Nous sommes toujours dans les axes maritimes pour dominer l'économie et le commerce international. Donc les Américains aujourd'hui, ils ont vu que les Russes ils gagnaient dans cette bataille, ils veulent s'allier aux Russes. Et ils évincent complètement les Britanniques et les Français. Les Britanniques et les Français s'opposent à ce qu'il y ait un changement de carte géographique pour essayer de bloquer les Américains, puisque M. Trump ne veut plus parler de géopolitique, il veut parler de géoéconomique. Donc, il veut renforcer ses rangs, il veut renforcer ses forces au niveau des axes maritimes. Et d'où l'histoire du Groenland et puis de Canada, tout ça. Donc, les Britanniques et les Français se sont alliés, ils ont demandé aux Européens de les soutenir pour ne pas qu'on touche à l'Ukraine, puisque si l'Ukraine disparaît, le Bosphore et le Dardanelles vont concerner uniquement de force. Et c'est la Turquie et puis les Russes. Et les Russes, on les a toujours obligés à ne pas sortir vers ce qu'ils appellent les mers chaudes, puisqu'ils sont enclavés. Donc, c'est plus pour les affaiblir et les gêner. Mais il y a une parenthèse qu'il faut toujours laisser ouverte, c'est que la richesse de la Russie elle intéresse toujours les Occidentaux, notamment la richesse ukrainienne. Aujourd'hui, Poutine a refusé d'annexer toute l'Ukraine. La proposition lui a été faite par Trump, puisqu'il y a un côté de l'Ukraine d'où le danger est toujours arrivé, c'est le côté catholique, le côté très allié à la Pologne et à la France. Donc, M. Poutine le refuse, il veut garder ce que la Russie a réussi à prendre et à ce que les Occidentaux avaient réussi à dissocier en 1917. Donc, la Russie a récupéré ce qui lui appartenait. Et puis la position également en mer Rouge et les bons accords de 1936 par rapport aux axes maritimes. Les accords ont été faits également en 1936. Les États-Unis n'étaient pas dedans. Et les États-Unis veulent absolument revoir tout ce qui est accord maritime. Et c'est pour ça que nous les retrouvons seuls à Bab el-Mandeb. Les Britanniques n'ont pas participé cette fois-ci.
Il y a 2 jours, quand les Houthis ont été attaqués, il n'y avait que les Américains. Ils ont même empêché les Israéliens de les aider. C'est pour marquer le coup. Ce qui les intéresse aujourd'hui, je continue à le dire, ce sont les axes maritimes en négociation avec les Russes. Mais par contre, là où ça gêne les Russes, c'est qu'ils veulent que la Russie se détourne de la Chine et se détourne également de l'Iran. Et la Russie, M. Poutine n'est pas fou et l'État profond russe non plus n'est pas fou, puisque les Russes avaient payé le prix avant ces 2 pays-là, quand c'était l'Union soviétique, et les Américains avaient tout fait, notamment l'opération Safari Club qui a coûté 128 milliards de dollars pour casser l'Union soviétique. Donc les Russes, ils ne vont pas jouer le jeu à 100%, mais les Français et les Britanniques sont en train de défendre la carte géographique qui eux-mêmes ont établi et à partir de laquelle ils ont dominé. La domination américaine qui est venue après Bretton Woods et après le plan Marshall, donc une fois qu'on a surendetté l'Europe, a régné, donc cette force américaine a régné dans ce monde avec des cartes géographiques qu'elle n'avait pas dessinées elle-même. Alors aujourd'hui, si les Américains revoient les accords maritimes et revoient la carte géographique, ça va être pire pour les Occidentaux, de l'Europe, des Européens, et l'Europe a été usée, elle n'a plus rien à donner, même son industrie lourde, elle a foutu le camp, elle est aux États-Unis, il ne reste plus rien à l'Europe, il reste juste le prestige d'avoir été, mais qu'est-ce que l'Europe va devenir sans l'énergie pas chère qui vient de la Russie, et puis sans les richesses de l'Ukraine, il ne restera pas grand-chose. Voilà. Keir Starmer et Emmanuel Macron qui s'activent et s'emploient à constituer une coalition de volontaires qui pourrait apporter une garantie de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie, en dissuadant Moscou de lancer une nouvelle attaque. Entre autres, le Kremlin de son côté se dit catégoriquement opposé à ce déploiement de soldats étrangers du côté de l'Ukraine. Cette approche ne complexifie-t-elle pas davantage justement les négociations de paix ouvertes depuis plusieurs semaines entre Moscou et Washington? Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en parler dans quelques instants avec vous, patient parfait. Donc, je préfère qu'on accorde quelques temps à nos... Du moins, qu'on prenne quelques téléspectateurs au standard avant de revenir sur le plateau, sur la thématique. Un premier appelant depuis le Bénin. Bonsoir et bienvenue. Oui, monsieur Nguéné, bonsoir. Je salue très respectueusement le doyen patient parfait d'homme et la grande dame Linda Labaoui. Alors, sur la thématique d'accueil, le président Ibrahim Traoré dit clairement que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Vous savez que si un aveugle dit qu'il veut vous lancer un caillou, si le caillou n'est pas encore dans sa main, sachez qu'il a déjà ça sous son pied, quoi. C'est-à-dire qu'il n'aura plus le temps d'aller chercher du caillou quelque part pour vous jeter. Et donc, si le président Ibrahim Traoré le dit, nous prenons pour vrai. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas coutume de dire ce qu'il ne peut pas faire. Et vous comprenez bien que les chefs d'État du Sahel, ils ne sont pas à la bouche. C'est des gens qui sont dans la pratique. Et ça veut dire que nous nous rendons compte réellement de la volonté réelle de ces gens-là à combattre, à lutter au profit des populations et non à chercher leurs intérêts personnels. Nous les encourageons. Et à qui le président serait en train de s'adresser? Moi, je pense qu'il s'adresse d'abord à ces terroristes-là qui acceptent de venir se faire tuer et ceux qui les envoient en mission. N'est-ce pas? Les autres qui les envoient en mission, c'est une alerte pour leur dire qu'ils vont regretter leurs actes. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce qu'il y a quelques éléments qui apparaissent encore faibles à notre niveau. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la promptitude dans l'action ou dans la réaction. Mais l'élément qui apparaît faible de mon point de vue, c'est déjà le renseignement, vous voyez, qui continue de faire défaut. Et moi, je voudrais rappeler aux chefs d'État du Sahel qu'ils devront encore
batailler très fort pour que le renseignement soit à la hauteur de ce à quoi nous sommes en train de faire face. Et donc il faut avoir un système de renseignement très sophistiqué et après ça maintenant avoir les armes, les missiles de première, de dernière génération pour pouvoir venir à bout de cette guerre que les gens nous ont imposée. Et donc c'est sur eux que nous comptons pour que l'Afrique soit totalement libérée. Nous les... Alors, je pense que nous allons revenir. Quelques petits soucis de liaison avec cet appelant du Bénin. Prenons un autre qui nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You. Moi, c'est Boubacar Maïga, AS Bamako. Donc, je me demande là, l'ONU n'existe plus ou bien l'ONU a cessé d'exister? Si la France et puis le KSMR veulent aller placer des troupes en Ukraine, pour qu'il y ait des troupes quelque part de l'ONU là, il faut que les deux parties soient concentrées. Macron, là, apparemment, c'est un antichrist. Il va amener des trucs là, Donald Trump va s'écarter et Poutine va les casser quelque part. Mais c'est quoi ces gens-là? Mais ils sont fous, quoi. Et vous voulez intégrer la gestion de la paix, mais vous êtes en train de dire que vous allez réarmer. Mais vous voulez quoi, en fait? Des gens qui sont en train de chercher des armes, de faire de l'Ukraine un champ de bataille, et ils veulent rentrer dans quelle paix? Ils veulent quelle paix? Vraiment, Macron, là, apparemment, la saison il est malade. À supposer qu'une seule bombe, je ne dis pas qu'il a réussi à envoyer une seule bombe en Europe, combien de personnes vont périr, même s'ils arrivent à l'intercepter. Mais ils sont fous, ils sont malades. Moi, je me demande comment ces gens réfléchissent, comment on les laisse au pouvoir et puis donner tout le monde dans ce truc-là. Donald Trump a bien fait de les écarter. Je suis entièrement d'accord. Et vraiment, leur situation là, ils n'ont qu'à gérer dans l'Ukraine. Ils n'ont qu'à partager l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie. Voilà ce que moi je pense de cette histoire-là. Et c'est ce qui serait fait. Merci et bonsoir. Maïga Boubacar, AUS Bamako, merci pour votre contribution. Avons-nous quelqu'un d'autre rapidement avant de revenir sur le plateau aux côtés de Patient Parfum d'Homme, Linda Larbaoui, qui sont les invités de cette émission du Point sur l'actualité. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Question, je la posais avant même qu'on aille au standard Patient Parfum d'Homme. La position du président français Emmanuel Macron, couplée à celle de Keir Starmer, va-t-elle davantage complexifier d'ailleurs ces négociations de paix sur l'Ukraine, ouvertes il y a plusieurs semaines, compte tenu de l'approche de la Fédération de Russie qui réitère, il est hors de question d'entendre parler du déploiement des soldats européens du côté de l'Ukraine pour éventuellement assurer, ou du moins donner des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'un accord de cessez-le-feu et éventuellement d'une paix durable. Je pense que vous savez déjà que les négociations ont été entamées et se poursuivent. Ça inclut l'Europe dans le cœur des négociations. Donc l'Europe essaie de tenter de faire un forcing pour être présent à la table de ces négociations le moment venu, c'est-à-dire que le round final. C'est cette agitation que vous constatez au niveau de l'Angleterre et de la France. Mais ce que ces deux qui dans la font semblant d'ignorer, ou bien ils veulent se convaincre que cette affaire-là, que cette perception n'existe pas, c'est qu'ils sont déjà des co-belligérants de cette confrontation. Ils ne sont pas du tout neutres. Donc, envoyer des troupes françaises ou britanniques ou d'autres proxys, je ne sais pas, le Portugal, la Roumanie, la Bulgarie, les troupes sur le sol ukrainien, c'est tout simplement déployer les forces de l'OTAN en Ukraine. Et ça, c'est inacceptable de la part de Moscou. C'est inacceptable de la part de Moscou. Je crois que c'est clair. Et si, par malheur, M. Macron réussit à convaincre les gens de l'Union européenne qui suivent cette petite élite LGBT à la tête du pouvoir, en Europe, de le faire, ces troupes-là seront des troupes qui seront des cibles légitimes de la part de l'armée russe, avec les conséquences que cela peut engendrer.
Donc, Trump n'est pas du tout bête. Il se rend bien compte que cette élite occidentale européenne-là, ce sont des ventes en guerre. Vous vous souvenez? On parle déjà de 30 pays prêts tout de même à disposer à fournir des troupes pour cette force de maintien de la paix. Mais là, ça nous sommes encore un peu dans la propagande. Hein. Ils ne sont pas encore dans le pour vous, ce ne sont que des effets d'annonce. Bien sûr. Vous sous-estimez le rôle que pourrait éventuellement jouer l'Europe dans ces négociations? Ils n'ont aucun rôle à jouer. Ils ont joué leur rôle, ils ont perdu. Ils ont envoyé les armes, ils ont envoyé des mercenaires sur le sol ukrainien. Ces mercenaires et ces armes ont été brûlés, ils ont été défaits. Que vaut une paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe vient chercher en Ukraine? L'Europe vient chercher quoi en Ukraine? On peut dire que les pays slaves peuvent en fait se concerter. L'Europe vient chercher quoi en Ukraine? C'est la question justement qu'il faut retourner se poser. L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas dans la sphère d'influence de l'Europe occidentale. Qu'est-ce que l'Europe vient chercher en Ukraine? Si ce n'est de tenter, n'est-ce pas, de chercher noise à la Russie. C'est même ça le fond, n'est-ce pas, des accords de Minsk. C'est-à-dire que laisser faire de l'Ukraine un espace neutre. Mais l'Europe a profité avec tous les lobbies anglo-saxons que vous connaissez pour tenter de détruire la Russie à travers cette guerre de proxy qui livrait à la Russie au niveau de l'Ukraine. Mais ça ne marchera pas parce que Trump a compris. Trump sait pertinemment que si ces Européens-là, quand ils font ces annonces, ces propositions, ils comptent sur les États-Unis, hein, mais ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien faire si les États-Unis ne leur donnent pas l'aval de pouvoir le faire. Donc c'est un forcing d'une porte qui est fermée. Ils sont exclus complètement du jeu et ils tentent, n'est-ce pas, de faire beaucoup de bruit, beaucoup de propagande tout autour pour démontrer qu'ils sont prêts pour aller faire la guerre. Mais c'est simple. Si M. Kerstheimer et M. Macron pensent que c'est la solution, qu'ils prennent les troupes anglaises, les troupes britanniques, anglaises et françaises, qu'ils les envoient au front en Ukraine, on verra. On verra ce que cela va donner. Parce que les gens disent des choses comme ça avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce que ça ferait si la Russie demande aussi la présence de troupes iraniennes, chinoises, cubaines et nord-coréennes de manière sur cette démarcation? Ça va donner quoi en Ukraine? Faut-il nécessairement s'en inquiéter, patient parfendum, d'autant plus que quand on écoute la communication de ces dirigeants européens, ces troupes ne sont pas déployées pour engager les combats sur le terrain. Ce sont des histoires dormies debout. Elles sont déployées pour s'assurer, pour maintenir justement... Qui sont-ils? Et qui sont-ils pour exiger cela? Ils sont quoi? Ils sont qui? On leur a vu mettre des centaines de milliards sur la table, envoyer leurs armes, leurs armements, c'est-à-dire ouvrir toutes les portes diplomatiques à l'Ukraine. Ils sont co-belligérants dans ce conflit. Ils ne sont pas neutres. Donc ne donnez pas l'impression que nous sommes à quelque chose de nouveau. Nous sommes face à quelque chose de nouveau. Rien de nouveau là-dedans. Maintenant, le truc nouveau, c'est que les Américains ont compris que ces Européens sont devenus de vote en guerre. Regardez Mme Kallas, ou bien Mme von der Leyen, Ursula von der Leyen. Ursula von der Pfizer, ou bien je ne sais pas. Von der Leyen. On nous disait encore hier, je ne le dis pas parce qu'il est de l'autre côté, que vraiment il faut donner le pouvoir aux femmes parce qu'elles sont plus... Le respect de la dignité humaine, de la vie humaine, vraiment, elles en font un point d'honneur. Mais quand vous écoutez ces deux ces deux mesures, excusez-moi, pour un claquement de doigts, on peut tuer des milliers de personnes, cela ne leur fait absolument rien. À condition que leur projet civilisationnel puisse réussir. C'est-à-dire que ce LGBTisme qui ne dit pas son nom, vous avez évacué ce volet qui est aussi très important dans cette propagande occidentale contre la Russie. C'est un problème. Donc je crois que Trump n'est pas assez con pour se laisser avoir dans cette surenchère verbale de M. Macron et je ne sais pas de Kerstheimer. Il est bien conscient, comme l'a dit Linda Walabayu tout à l'heure, qu'il est temps de passer à la géoéconomie. Il faut faire des affaires pour que la machine américaine reprenne à tourner, recommence à tourner à plein régime. Il faut qu'il y ait des marchés. Il faut qu'il y ait des accords commerciaux et économiques. Oui. On ne va pas redémarrer la machine économique américaine. C'est vrai que vous me direz que le lobby militaro-industriel fait quand même partie aussi. Mais oui, mais à lui tout ça n'est pas suffisant. Parce qu'entre-temps, où on entraîne les États-Unis dans cette guerre à ne plus en finir, la Chine prend de l'envol.
la Chine continue de s'envoler. Il construit, n'est-ce pas, ses routes de la soie. Il bichonne le sud-est asiatique qui est devenu le pôle majeur de l'innovation, de la technique, de la technologie et de l'évolution économique dans le monde. Il fait tout pour les enserrer et être le leader de ce côté-là. Et qui est le grand perdant dans l'affaire? Ce sont les États-Unis. Et les États-Unis regardent cette Europe-là, qui ne sait pas où elle veut, où elle va, qui est en train de disparaître par les errements de ces leaders politiques. Sa démographie en chute libre. Elle n'est plus le lieu par excellence de l'innovation. Elle est incapable d'avoir un marché compétitif. Ses banques et ses finances sont pratiquement à la rue, avec un taux d'endettement de leurs économies qui sont normalement, si on était dans les canons vrais, c'était des pays qui auraient déjà fait banqueroute. Donc voilà, Trump les regarde et dit, mais je suis fatigué de vous porter. Je préfère faire la paix avec la Russie, relancer l'activité commerciale et économique dans le monde et tenter de reproduire le miracle américain qui était la force des États-Unis encore hier. Donc voilà la problématique. Ceux qui veulent continuer à faire la guerre, soi-disant pour détruire la Russie, je crois qu'ils n'auront pas l'aval de Trump, mais nous avons vu que même avec l'aval de Biden, ils n'ont pas pu vaincre la Russie. Et Trump n'est pas assez idiot que cela. Ce n'est pas parce que Trump est là qui donnera l'aval qu'il y aura une modification assez importante au niveau du rapport de force par rapport à cette guerre-là. Voilà. Donc, pour moi, nous sommes en plein là dans une tentative de guerre de perception, dans une propagande déjà dépassée par les faits sur le terrain, et au lieu d'accepter leur défaite et de comprendre que celui qui a aujourd'hui la légitimité, la capacité d'imposer les éléments qui vont constituer la capitulation de l'Ukraine, ce n'est ni M. Trump, ce n'est ni M. Macron, ni Keir Starmer, c'est plutôt le président Poutine de la Russie. Merci à vous. Alors, Donald Trump a fait savoir qu'il prévoyait justement de s'entretenir ce mardi 18 mars 2025 avec Vladimir Poutine dans le cadre des démarches entreprises par Washington pour trouver une issue à la guerre entrée le mois dernier dans sa 4e année. Le Kremlin a confirmé l'échange téléphonique. Le président américain espère donc convaincre son homologue russe Vladimir Poutine d'approuver un plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev lors d'une rencontre entre représentants de haut rang américains et ukrainiens en Arabie Saoudite. Vladimir Poutine, de son côté, a martelé jeudi soutenir justement ce projet américain sur le principe, tout en suggérant qu'il fallait clairement le remanier. Linda Larbaoui, que vaut une paix aujourd'hui en Europe, en Ukraine, pardon, sans l'implication de l'Europe? Premier volet de la question. Et deuxième volet, justement, Donald Trump peut-il réellement convaincre Vladimir Poutine d'accepter cette trêve de 30 jours quand on sait que Poutine a posé sur la table des conditions préalables? Les conditions seront russes, puisque la Russie est en train de gagner cette guerre. Elle l'a gagnée depuis le premier jour, d'ailleurs. Avec les conditions des États-Unis, non. Les États-Unis, ils ont le même problème que la France. Il n'y a plus un pays qui a confiance en eux, puisqu'ils ne respectent aucun accord. Sachant que les États-Unis, ce monde-là que nous vivons, qui a été construit à partir de 1945, c'était les États-Unis qui avaient mis les règles, et ils avaient mis tous les accords et ils ont tout mis en place. Eux-mêmes, ils n'ont rien respecté, ils sont sortis de tous les accords, ils ont gardé uniquement le siège permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité. C'est tout ce que les États-Unis ont gardé. Même le tribunal international, ils ont condamné les juges, ils ont condamné le procureur, ils ont condamné tout le monde. Donc eux-mêmes, ils ne veulent plus de ce monde. Ils sont en train d'aller vers un nouveau monde qu'ils veulent dessiner eux-mêmes en ayant perdu la guerre qu'ils avaient entamée contre la Russie. Donc aujourd'hui, la Russie qui est en train qui a gagné cette guerre. La Russie a gagné la guerre contre l'OTAN, mais elle ne l'a pas gagnée tout seule. Elle l'a gagnée avec le soutien de la Chine, le soutien de l'Iran, le soutien de la Turquie, le soutien de tous les pays africains qui ne voulaient pas condamner la Russie. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons apporté une contribution parce que le monde occidental, tel qu'il a été fait à partir de 1945, n'était pas en notre faveur.
Mais le seul moment où ça allait encore, c'était la période où il y avait l'Union soviétique et on s'est arrangé pour détruire tout ça et pour que l'hégémonie occidentale revienne sur le continent, mais qu'elle revienne avec des groupes terroristes, avec la destruction du peu d'économie que nous avions. Donc ce monde-là, nous l'avons refusé et nous sommes restés aux côtés des Russes. Aujourd'hui, la Russie veut, elle met ses exigences. Ce que M. Poutine avait déclaré, nous avions perdu la guerre froide si seulement les Occidentaux s'étaient arrêtés à ça. Mais non, les Occidentaux voulaient plus. Mais ce plus, le jour où l'Américain sera avec la même force que la Russie, ou voire une force, c'est-à-dire force égale, voire supérieure, ben l'occidental impérialiste reviendra à la charge. Les Américains reviendront à la charge, ils ne s'arrêteront pas là. Donc M. Poutine acceptera les conditions que la Russie aura mis en place, et ça a été rappelé plusieurs fois, qu'aujourd'hui la Russie a payé du sang de ses enfants. Donc pour que la Russie revienne en arrière, mais jamais de la vie, la Russie ne fera qu'avancer. Et moi, le premier jour, et j'ai été contredit par beaucoup, quand il y a eu cette opération spéciale, tout le monde la voyait comme opération comme celle de la Crimée, une opération très rapide. Mais le discours de M. Poutine le 25 février 2022 en disait long. Il fallait savoir faire une bonne lecture et que nous étions partis pour longtemps et que la Russie allait récupérer ce qu'on lui avait enlevé en 1917. C'est ce qui est en train de se passer. Les conditions seront russes et les États-Unis ne peuvent pas faire face. Leurs armes, eux-mêmes le disent, ils reconnaissent que chaque guerre leur a coûté 10 ans. Donc, ils sont en retard au niveau de la technologie, ils sont en retard au niveau de la fabrication. Ils sont en retard au niveau de la matière première, sinon ils n'essaieraient pas de négocier avec Zelensky les terres rares. Et la matière première, ils sont en retard sur beaucoup de choses. Et c'est l'occasion pour les Russes de se venger de la guerre froide, de se venger aussi de la guerre qui a été menée, la guerre hybride qui a été menée contre la Russie avant que le tsar ne soit déchu. Donc tout cet Occident impérialiste qui a travaillé contre le reste du monde est en perte, et il est aussi en désaccord puisque les Américains ne sont plus en accord avec leurs alliés, ils se retournent contre leurs alliés. Donc c'est l'occasion pour les Russes de s'affirmer encore davantage et puis de mettre des conditions et ils obligeront les Occidentaux à les respecter. Ils ne se feront plus avoir. C'est terminé, ça. Le jeu est fini. Voilà. Merci à vous, Lida Larbaoui. Pour sortir, patient parfum d'homme, un dernier mot. L'enseignement qu'on devrait également tirer, voir l'Europe se réunir pour ce qu'elle estime être un rôle qu'elle pourrait jouer aujourd'hui au niveau de l'Ukraine, cela devrait tout de même attirer l'attention des Africains, patient parfum d'homme, cette unité. Tout à l'heure, en parlant du Burkina Faso, vous avez appelé les autres pays de la sous-région et même l'Afrique à s'unir également autour du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, mais parce que les enjeux à venir seront de cet ordre-là. Les entités qui pourront compter et qui pourront imposer leur point de vue sur le point de vue international seront des entités qui auront pris la connaissance du fait que seul, on ne peut pas compter beaucoup. Les Européens sont bien conscients qu'ils ont été battus et qu'il ne sert pas d'ameuter et de faire un peu plus large. Ils seront incapables de compter sur la scène internationale demain. Et l'Ukraine n'est que le début, c'est-à-dire que c'est le cadenas qui a été brisé et qui va ouvrir cette espèce de boîte à Pandore qui va enfin précipiter la chute de l'Europe sur tous les plans. Donc, je crois sincèrement que les Africains doivent comprendre que nous devons déconstruire ce qui nous a été imposé avec la traite négrière, la colonisation, cette fameuse conférence de Berlin, pour construire un environnement un peu plus robuste, tenant compte de nos intérêts, tenant compte de notre philosophie, de notre idéologie, de notre culture, pour justement apporter une nouvelle vision du monde, pour construire ce monde multipolaire. D'ailleurs, nous sommes déjà dans ce monde multipolaire, mais avec beaucoup plus de poids
que ce que nous voyons aujourd'hui. Et les Africains doivent être plus que jamais solidaires vis-à-vis des enjeux mondiaux. Je vois chacun essaie souvent de tirer son épingle du jeu, la couverture de son côté. Oui. On ne peut pas avancer comme ça avec cette interprétation, n'est-ce pas, des dynamiques mondiales aujourd'hui. Il faut absolument que nous allions vers des entités un peu plus robustes, un peu plus conséquentes, un peu plus patriotiques de la base au sommet, avec cette idée que nous devons apporter la touche africaine pour refaire de l'humanité un endroit, un pôle de savoir, de connaissance, mais surtout de fraternité, pour qu'enfin il y ait une paix qui corresponde au projet, j'allais dire, que Dieu a fait pour ce monde. Alors, on rappelle d'ailleurs que le président Donald Trump s'entretiendra ce mardi 18 mars 2025 au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, une nouvelle étape qui nous donnera bien sûr quelques indications sur la suite à donner à ces pourparlers de paix sur l'Ukraine lancés il y a quelques mois, quelques jours, voire quelques semaines entre Moscou et Washington. On rappelle qu'il y a toujours cet accord de cessez-le-feu trouvé la semaine dernière entre Washington et Kiev. On parle d'une trêve de 30 jours qui n'a pas encore été validée par Moscou, qui tient d'ailleurs à imposer certaines conditions préalables. Merci à vous, Linda Larbaoui, depuis Alger. Merci pour votre contribution. C'était un plaisir de vous retrouver, Linda Larbaoui, ce soir une fois de plus. Merci au doyen patient Parfendom. Très bon début de semaine à vous tous, messieurs. Merci à nos nombreux téléspectateurs, à nos nombreux téléauditeurs, mais surtout auditeurs que nous retrouvons avec beaucoup de fierté ce soir via les ondes de 96.3 FM. Merci à la grande équipe de la réalisation, au département digital. On se donne rendez-vous demain mardi pour un autre numéro du Point sur l'actualité.